Alors on continue, on fait l'exercice 3.3, qui est un classique, et qui parle de nombres premiers. Alors vous avez normalement vu les nombres premiers au collège, vous n'avez pas forcément revu au lycée, parce que dans mon souvenir c'était réservé à l'aspect maths. Et du coup on va redéfinir un petit peu rapidement les notions d'arithmétique de base dont on a besoin pour parler de nombres premiers. On peut définir la notion de diviser. Qu'est-ce que ça veut dire diviser? Si n et k sont tous les deux des entiers naturels, on dit que k divise n, hein, ça se dit divise, on dit que k divise n lorsque, donc c'est une définition, donc si et seulement si, il existe un entier m tel que n est égal à k fois m. Donc on dit que k divise n lorsque n est un multiple de k. D'accord? Souvent multiple c'est une notion qui passe mieux, on arrive mieux à comprendre qu'est-ce que c'est être le multiple d'un nombre. Et bien la division c'est en quelque sorte le dual d'être multiple. K divise n quand n est un multiple de k, c'est-à-dire quand il existe un entier par lequel on peut multiplier k pour obtenir n. Par exemple, il est facile de voir que 3 divise 12, 16 ça marche pas, pardon. Bah, allons-y, tiens, que 3 ne divise pas 16, parce qu'on ne peut pas multiplier 3 par un entier et obtenir 16, mais que 3 divise 12 et que 5 ne divise pas 12. Parce qu'on ne peut pas multiplier 5 par un entier, arriver à 12. Si on fait 5 fois 2, ça fait 10, et 5 fois 3, ça fait 15. Bon, ça c'est pour la notion de divise. Ensuite, on peut parler des diviseurs d'un nombre. Les diviseurs d'un nombre entier, donc si n est un entier, les diviseurs de n, c'est défini par l'ensemble des entiers k, tels que k divise n. Donc là, on dit rien d'intéressant, on dit juste que les diviseurs d'un nombre, c'est l'ensemble des entiers qui divisent ce nombre. Par exemple, l'ensemble des diviseurs de 12, c'est tous les nombres qui divisent 12, donc tous les nombres desquels 12 est multiple, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 12. Les diviseurs de 9, pardon, hop, les diviseurs de 9, c'est 1, 3, 9. Les diviseurs de 13, c'est les nombres de qui 13 est multiple, c'est 1 et 13. Et les diviseurs de 0, c'est les nombres de qui 0 est multiple, c'est égal à 0, 1, 2, etc. C'est égal à n. Tous les nombres sont diviseurs de 0, parce que 0 est multiple de tous les nombres. Il suffit que m soit 0, et on récupère 0. Bon, c'est pas très intéressant parce qu'on ne va pas trop se servir des diviseurs de 0 aujourd'hui. Une chose qu'on peut voir, c'est que les diviseurs, le cardinal des diviseurs d'un nombre est au moins de 2, sauf dans le cas de 1. Les diviseurs de 1, c'est égal à 1. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que pour tout entier, quel que soit n, on a n égale 1 fois n, et n égale n fois 1. Ça a l'air très bête ce que je dis, mais si on regarde la définition ici, ça veut dire que 1 divise n, et ici que n divise n. Donc tout entier est divisible par 1, et tout entier est divisible par lui-même. Donc si on enlève le cas spécial de 1, parce que 1 et lui-même c'est la même chose, on sait qu'il y a au moins 2 éléments dans les diviseurs d'un nombre. Et ce qu'on dit ensuite, c'est qu'on dit qu'un nombre est premier, donc on peut l'écrire de plein de manières différentes. On dit n est premier, et on le définit par l'ensemble des diviseurs de n a pour cardinal 2. C'est-à-dire, il n'existe que 2 diviseurs
pour n. 1 est lui-même, puisque cela est forcément diviseur. Vous voyez, ça exclut automatiquement 1, puisque le cardinal diviseur de 1, c'est 1. Et ici, on a juste 13 qui est premier, parce qu'il n'y a que 1 et 13 qui divisent 13. 12 n'est pas premier, puisqu'il y en a d'autres que 1 et 12 qui le divisent. Et 9 n'est pas premier, puisqu'il y a 3 qui le divisent, etc. Bon. Donc nous, ce qu'on veut faire dans cet exercice, c'est trouver un algorithme qui décide si un nombre est premier ou pas. Hein, c'est ça qui nous intéresse. Et dans une première question, on nous demande de donner une fonction divise qui prend deux entiers naturels n et p et qui renvoie vrai quand n divise p. Alors allons-y. On passe sur la partie qu'on sait faire rapidement, qui est la spécification. Alors moi j'ai pas envie de prendre n et p, parce que dans l'exemple que je vous ai fait ici, je vous ai mis k et n, alors je vais faire une fonction pour k et n. Je prends deux entiers k et n, et je dois décider si k divise n. Donc si je décide si k divise n, ça veut dire que je renvoie true quand c'est vrai, et false quand c'est faux. Donc que je renvoie un booléen. Ensuite, on a dit qu'on travaillait avec des nombres positifs, des entiers naturels. Donc on va demander à ce que k soit plus grand que 0, et à ce que n soit plus grand que 0. Et on va dire que c'est une fonction qui décide si k divise n. Bon, voilà. Ensuite, on doit réfléchir à l'algorithme de cette fonction. Comment je fais pour savoir si un nombre est multiple d'un autre nombre? Alors, vous pouvez avoir peut-être des idées, mais ce dont on a à notre disposition, c'est la division euclidienne. La division euclidienne, c'est un théorème qui nous dit que si A et B appartiennent aux entiers naturels, il existe un unique couple QR tel que A égale B fois Q plus R, et R est compris entre 0 et B moins 1. Ça, c'est un résultat d'arithmétique. C'est-à-dire, si on prend deux entiers A et B, on peut écrire A sous la forme B fois Q plus R d'une unique manière si on force R à appartenir à l'intervalle 0B-1. C'est-à-dire si on force R à être un entier naturel qui est strictement plus petit que B. D'accord? Et ça, on appelle ça la division euclidienne. Et en Python, et dans la plupart des langages qui manipulent l'arithmétique, on a un moyen, étant donné deux entiers, de récupérer Q et de récupérer R rapidement. Pour récupérer Q, on écrit A double barre B, et ça nous donne le quotient, ce Q-là on l'appelle le quotient de la division euclidienne de A par B. Et pour récupérer R, on utilise le pourcentage, qui s'appelle modulo, et on récupère le reste de la division euclidienne de A par B. Donc ça c'est le quotient, ça c'est le reste. Et on a deux opérateurs en Python qui nous permettent de récupérer ces choses-là. Ce sont bien des fonctions, parce qu'ici on a montré qu'il existe un unique couple qui vérifiait ça. Donc ça c'est une fonction, et ça c'est une fonction aussi. Et à chaque fois on récupère le quotient et le reste de la division euclidienne. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que lorsqu'on fait la division euclidienne de n par k, si jamais R vaut 0, si R vaut 0, alors on sait que k divise n. Et si R vaut pas 0, on est sûr que k ne divise pas n. Pourquoi on est sûr que k ne divise pas n? Parce que R est plus petit que k, strictement. Donc, s'il vaut pas 0, ça veut dire qu'il est compris entre 1 et k moins 1. Et donc ça veut dire que la division de n en k ne tombe pas juste. Hein, c'est pas possible que lui soit aussi un multiple de k, parce qu'il est plus petit que k. Donc si jamais ça vaut 0, alors k divise n, et si c'est différent de 0, alors on sait que k ne divise pas n. Donc on va se servir du reste de la division euclidienne pour écrire notre fonction. Et on va dire k divise n
quand le reste de la division euclidienne de n par k vaut 0. Et donc on va écrire ça, return n modulo k, donc le reste de la division euclidienne de n par k, égale 0. Alors, voilà. Donc vous auriez pu être tenté d'écrire un truc comme ça, d'écrire à la place if n modulo k égale 0, return true, else return false. Peut-être que c'est ça que vous auriez écrit dans un premier temps. Ça, c'est juste. Mais si vous écrivez ça à l'examen, on va vous enlever des points. Pourquoi on va vous enlever des points? Parce que vous faites quelque chose de redondant. Vous testez cette valeur booléenne là, et puis quand elle est vraie, vous renvoyez vrai, et quand elle est fausse, vous renvoyez fausse. Du coup, autant renvoyer directement la valeur de la condition de votre if. Donc ça c'est juste, mais ça prend trop de... Enfin c'est pas efficace, et puis ça c'est pas élégant de faire ce if alors qu'il n'y en a pas besoin. On écrit directement return n modulo k égale 0. Ensuite, on fait notre jeu de test, et on regarde, on vérifie que 2 divise 12. On vérifie... Alors, voilà. Pareil ici, dans un premier temps, vous pourriez tenter de dire assert machin égale true, parce que c'est le mode sur lequel on vous a présenté les tests, nom de la fonction, les arguments concrets et la réponse que ça doit faire. Mais quand on fait assert, on peut, sur des booléens, on peut se permettre d'écrire juste ça. Et ça vérifie que divise 2,12 est vrai. Vérifions que divise 2,13 est faux. Vérifions que divise 3,9 est vrai. Vérifions que divise 13,13 est vrai. Et après, je vous laisse inventer d'autres cas particuliers. Donc voilà pour divise, un coup d'interprétation, et on voit que ça passe. Alors, maintenant, à partir de divise, on doit écrire une fonction et premier. Alors, là, ça commence à se compliquer. Donc, ce qu'on fait, on se réfugie toujours dans la partie spécification, parce que généralement pas besoin de beaucoup réfléchir. On nous demande si un entier est premier. Donc on va prendre un entier n, et on va devoir répondre, est-ce qu'il est premier ou pas? Donc ce qu'on va devoir répondre, c'est un booléen. Ensuite, on a dit que c'était un entier naturel, donc on va demander à ce qu'il soit plus grand que 0. Et puis cette fonction, elle va décider si n est premier, c'est-à-dire envoyer true quand c'est vrai, et false quand c'est faux. Et maintenant, on retourne au tableau, et on réfléchit, est-ce qu'on a une manière de d'écrire une fonction qui décide si un nombre est premier? Alors, on a vu ici que pour être premier, il faut que le cardinal de ces diviseurs soit égal à 2. Donc il faudrait, si jamais on a un moyen de trouver le cardinal de ces diviseurs, on est bon. Donc si jamais on a un moyen de compter ces diviseurs, alors on trouve un moyen de résoudre la fonction. Et on peut compter ces diviseurs parce qu'on sait une chose, c'est que si k divise n, alors on le sait, on pourrait le montrer, si k divise n, alors k appartient à n différent de 0, alors k appartient à l'intervalle 0, n. Donc si on oublie les diviseurs de 0, qui sont un peu pathologiques, les diviseurs d'un nombre n, ils sont tous compris entre 0, alors on peut même mettre entre 1, parce que s'il est différent de 0, c'est 1, entre 1 et non. Donc on le voit ici, hein, tous les diviseurs de 12 sont compris entre 1 et 12, diviseurs de 13 entre 1 et 13, et diviseurs de 9 entre 1 et 9. En fait, tous les diviseurs d'un nombre sont plus petits que le nombre. Pourquoi ils sont plus petits que le nombre? Parce que il faut, si jamais ici n est non nul, il faut que je multiplie k par un nombre pour tomber sur n. Si jamais ce nombre-là est plus grand que 1, et il ne peut pas être plus petit que 1 parce que je suis avec les entiers, il faut que cette chose-là soit plus petite que n, hein, pour des raisons de comparaison. Donc, ils sont tous compris entre 1 et n, tous les diviseurs d'un nombre sont plus petits que n. Donc ce que je peux faire,
c'est que je peux, et c'est là le premier algorithme dont il faut avoir l'idée, j'ai n ici, j'ai 0 là, j'ai 1 ici, je peux essayer tous les nombres entre 1 et n, et regarder si ces nombres divisent, si ce nombre divise n. Donc je prends tous les cas possibles entre 1 et n, et à chaque fois je pose la question, est-ce que k divise n? Et je les compte. Je les compte, donc je vais compter le nombre de fois où je réponds vrai à k divise n. Et à la fin, si j'en ai compté 2, c'est que le nombre est premier. Et si j'en ai compté plus que 2, ou moins que 2 parce que j'en ai compté 1 parce que c'était 1, alors c'est que le nombre n'est pas premier. Donc ce que je vais faire, c'est essayer tous les nombres entre 1 et n, regarder s'ils divisent n, compter combien il y en a qui divisent n, et ensuite, comparer cette valeur avec 2. Comment je vais faire pour tester tous les nombres entre 1 et n? Eh bien, je vais faire comme dans les exercices précédents, comme dans le cours. Je vais prendre un k qui va parcourir ces nombres, et je vais commencer par le mettre à 1. Et ensuite, je vais faire une boucle, et à chaque tour de boucle, je vais avancer k de 1, après avoir testé est-ce que k divise n. Donc au début, c'est-à-dire est-ce que 1 divise n, puis ensuite je vais passer k à 2, est-ce que 2 divise n, puis à 3, etc., etc. Donc en utilisant le même schéma que dans l'exercice précédent, pour la somme des carrés de la fonction mystère, je vais parcourir tous les entiers entre deux bornes, entre 1 et n, et faire quelque chose à chaque fois. Et ce quelque chose, c'est compter, je vais regarder s'il divise n, et je vais m'en souvenir en les comptant. Donc de quoi j'ai besoin pour faire ça? J'ai besoin d'un entier k qui va parcourir tous les entiers entre 1 et n, et j'ai besoin d'un entier k qui va parcourir tous les entiers n, et j'ai besoin d'un compteur qui va compter combien j'en trouve. Et au début, j'en ai trouvé 0. D'accord? Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire une boucle, et à chaque tour de boucle, je vais regarder est-ce que k divise n, donc là je peux appeler ma fonction divise. Si k divise n, je vais le compter dans mon compteur, donc la valeur de mon compteur va être incrémentée. Et si k ne divise pas n, je vais rien faire. Et dans les deux cas, ensuite, je vais passer au cas suivant, à l'entier suivant. Et donc dans k, je vais mettre k plus 1. Et à la fin, j'aurai juste à renvoyer, est-ce que le nombre d'entiers qui divisait k, c'est-à-dire ceux que j'ai comptés, est égal à 2. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il est premier, et si c'est pas vrai, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Maintenant, il faut que je fasse la condition de mon while. Quand est-ce que je continue à regarder si k divise n et à faire avancer k? Et bien, tant que j'ai pas dépassé n, c'est-à-dire tant que k est inférieur ou égal à n. Tant que k est inférieur ou égal à n, je regarde est-ce que k divise n. Si oui, j'augmente mon compteur. Et dans tous les cas, je passe à l'entier suivant en faisant k égale k plus 1. Et à la fin, je regarde, est-ce que mon compteur vaut 2? Donc si cette fonction marche bien, elle devrait me dire que 0 n'est pas premier. Elle devrait me dire que 1 n'est pas premier. Elle devrait me dire que 13 n'est pas premier. Elle devrait me dire que 2 est premier, puisqu'il n'a pas d'autre diviseur que 1 et 2. Elle devrait me dire que, alors là je me suis trompé, 13 est premier, 2 n'est pas premier, et 12 n'est pas premier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une erreur d'assertion à la ligne 50 sur 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 2 est premier. Ah oui. C'est mon test qui est faux, bien sûr. 2 est premier. Et là, on voit que tous les tests sont bien passés. Donc 2 et 13 sont premiers. Là, on nous dit que 357 n'est pas premier. Et on nous dit que 17 est premier. Donc on peut les rajouter aussi. Hein. Après, qu'est-ce que ça veut dire des cas différents pour le test de les premiers? C'est plus compliqué que d'habitude. On dit assert que
357 n'est pas premier. Et enfin, insert que 97 c'est premier. C'est ça? Je crois bien. Voilà. Donc notre fonction, elle marche. Elle marche pour les cas initiaux, elle marche pour les cas de base. On est assez content de nous. On a une fonction qui marche et qui compte le nombre de diviseurs de et premier et qui dit si ce nombre est égal à 2, elle sait que le nombre est premier, sinon elle dit qu'il n'est pas premier. Bon, c'est super, mais il y a un petit problème. C'est, je vous ai dit, on parle de complexité dans ce cours de LU1 IN 001, et je l'ai dit en cours, je pense que votre chargé de cours vous l'a dit aussi, on fait attention à ce que les fonctions que vous rendez aux examens soient des fonctions qui soient relativement efficaces. Ça veut dire qu'on n'est pas très précis, on veut une complexité plutôt asymptotique, mais ce qu'on n'aime pas, typiquement dans vos fonctions, c'est quand vous calculez plusieurs fois la même chose, ou que vous continuez à calculer, alors qu'il n'y a plus besoin. Alors, pour ça, pour comprendre pourquoi ça s'applique dans ce cas particulier, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui se passe si jamais je simule ma fonction, si j'appelle ma fonction sur une valeur d'un nombre qui n'est pas premier. Par exemple, nombre qui est premier déjà, je vais faire est premier de 7. Donc j'appelle ma fonction est premier sur 7. Donc ça veut dire que dans n, je mets 7. Et ensuite, je fais mon tableau. Il y a deux variables qui sont modifiées dans ma boucle, c'est compte et k. Et en entrée, si vous vous souvenez de la fonction, mon compteur est à 0 et k est à 1. Et le tour de la boucle, elle continue tant que k est plus petit que n. Donc est-ce que 1 est plus petit que 7? Oui, donc il y a un premier tour de boucle. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier tour de boucle? Est-ce que k divise n? Est-ce que 1 divise 7? Oui. Donc si k divise n, j'incrémente mon compteur. Donc je mets 1 dans mon compteur. 0, compteur devient compteur plus 1. Et dans tous les cas, k devient k plus 1. Donc je passe à 2. Est-ce que 2 est plus petit que 7? Oui. Donc je fais un deuxième tour de boucle. Et donc je regarde, est-ce que 2 divise 7? Non. Donc mon compteur ne bouge pas. Et ici je passe à 3. 3 est plus petit que 7. Et un troisième tour de boucle. Ici, est-ce que 3 divise 7? Non. Donc mon compteur reste à 1. Lui, il passe à 4. 4 est plus petit que 7, il y a un quatrième tour de boucle. Est-ce que 4 divise 7? Non. Donc lui reste à 1. 4 plus 1, ça fait 5. Est-ce que 5 est plus petit que 7? Oui. Donc il y a un cinquième tour de boucle. Est-ce que 5 divise 7? Non. Donc compteur reste à 1. Est-ce que... je passe à 6. Est-ce que 6 est plus petit que 7? Oui. Donc il y a un sixième tour de boucle. Est-ce que 6 divise 7? Non. Donc ce truc-là reste à 1. Et celui-là passe à 7. Est-ce que 7 est plus petit que 7? Oui. Donc il y a un septième tour de boucle. Est-ce que 7 divise 7? Oui. Donc j'incrémente mon compteur. Est-ce que... et ensuite je passe à 8. Est-ce que 8 est plus petit que 7? Non. Donc je m'arrête ici. Et ce tour-là est le tour de la sortie. Et à la fin, dans mon compteur, j'ai 2. Donc je renvoie que le nombre est premier. Et ça marche bien parce que 7 est premier. Bon, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a forcément ajouté 1 au premier tour de boucle, parce que 1 divise 7, et on a forcément ajouté 1 au dernier tour de boucle, parce que le nombre divise le nombre. Maintenant, j'essaye de faire l'appel sur une autre valeur de n, par exemple, sur la valeur 12. Qu'est-ce qui se passe quand je fais la même chose sur la valeur 12? Hop. Tour, compteur, K. Quand j'essaye de le faire sur la valeur 12, en entrée, bon bah les valeurs c'est les mêmes. Ensuite, au premier tour de boucle, ici je rajoute toujours 1 parce que 1 divise 12, et je passe ça à 2. Au deuxième tour de boucle, je passe, est-ce que 2 divise 12? Oui. Donc je passe à 2. Et ensuite je passe ça à 3.
Et après, je continue. Et je sais qu'à un moment, lorsque j'aurai 12 ici, au tour d'après, je ferai plus 1. Donc je sais que je fais forcément plus 1 au premier tour. Et je sais que je fais forcément plus 1 au dernier tour. Donc si jamais j'ai fait plus 1 à un autre moment, ça veut dire qu'en tout, j'ai fait au moins plus 3. Donc ça veut dire que le nombre n'est pas premier, parce que le cardinal des diviseurs sera au moins égal à 3. Si je fais forcément un plus 1 pour passer de l'entrée au premier tour, je fais forcément un plus 1 pour passer de l'avant-dernier tour au dernier tour, d'accord, du 11e au 12e. Et donc si je fais un plus 1 sur un des tours du milieu, alors ça veut dire que mon compteur sera au moins à 3 et que le nombre ne sera pas premier. De manière arithmétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je trouve un diviseur qui est compris strictement entre 2 et n-1, d'accord? Si j'en trouve un qui est compris entre 2 et n-1, je peux m'arrêter tout de suite. Je suis sûr que si j'en trouve un entre 2 et n-1, le nombre ne sera pas premier. Donc ce que je pourrais faire, c'est partir de 2 et m'arrêter la première fois que je trouve un diviseur entre 2 et n-1. Et si jamais je trouve pas de diviseur entre 2 et n-1, je sais que le nombre est premier. Si jamais j'en trouve un, c'est pas la peine de continuer, de compter combien il y en a. C'est trop tard, je sais que le nombre ne sera pas premier. Donc je vais essayer d'implémenter cette chose-là. Je vais partir de 2 plutôt que de partir de 1, et je vais m'arrêter à n-1 plutôt que de m'arrêter à n. C'est-à-dire, je vais entre ça et ça, là c'est l'accolade du bas plutôt que l'accolade du dessus. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai même pas besoin de compteur, parce que dès que j'en trouve un, je vais m'arrêter. Donc comment je fais pour dire que dès que j'en trouve un, je m'arrête? Eh bien, pour ça, il faut regarder la boucle. La boucle, elle a un tant que, et elle dit tant que ça c'est vrai, je continue. Donc pour s'arrêter, il faut que cette chose-là ne soit plus vraie. Donc je vais raffiner ma condition de boucle avec un booléen qui va m'indiquer est-ce que j'ai trouvé ce que je cherche. Donc ce booléen, au début, il est à false, et il représente le fait d'avoir trouvé un diviseur entre 2 et n-1. Au début, j'en ai pas trouvé, donc je le mets à false. Si ensuite, je fais la même chose que d'habitude, tant que k est plus petit que n-1, est-ce que k divise n? Si k divise n, je passe trouver à true. Et à la fin, je renvoie not trouvé. C'est-à-dire, si j'en ai trouvé un de diviseur, alors le nombre n'est pas premier. Si j'en ai pas trouvé, le nombre est premier. Donc c'est le contraire de trouver. Vous voyez que j'ai oublié quelque chose. À la ligne 39, j'ai mal écrit false. Et à la ligne 43, j'ai mal écrit true aussi. Voilà. Et il y a un test invalide à la ligne 37 parce que 1 n'est pas premier. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, j'en ai pas trouvé, donc il faut que je fasse un cas spécial pour 1. Donc retourne not trouvé ou n inférieur à 2. Ça c'est un cas spécial. Oui, pardon. Dis donc, Et 0. 0 est premier ou pas? On a dit qu'il n'était pas premier. Ah non, c'est pas où alors? C'est and n supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc pour traiter le cas de 0 et 1, qui sont des cas pathologiques, je dis que je renverrai est premier que si n est supérieur à 2. Sinon, je renverrai qu'il n'est pas premier. D'accord? Et l'idée, c'est de dire, est-ce que j'ai trouvé un diviseur ou pas? Donc si j'ai pas trouvé de diviseur et que n est supérieur à 2, alors c'est que le nombre est premier. Si j'ai trouvé un diviseur, not trouvé sera faux, donc cette chose-là sera fausse, donc est premier sera faux. Donc si j'ai trouvé un diviseur, est premier, le nombre ne sera pas premier. Ce qui est logique. Et ici, vous voyez que il faut que je... Donc là, je mets trouver, est-ce que trouver, au début, il est faux. Et ensuite, je parcours tout le monde entre 2 et n-1,
quand j'en trouve un, je passe trouver à true. Et puis, mais le problème, c'est qu'après, je continue. D'accord? Donc, si je regarde mon schéma, c'est que dès que je trouve un diviseur, par exemple, celui-là est un diviseur, bah, trouver devient true. Mais après, je continue. Puis si je trouve d'autres diviseurs, bah, trouver devient true, mais il est déjà true. En fait, il faut que je m'arrête dès que trouver devient true. Et une bonne manière de faire ça, c'est de raffiner la condition de boucle et de mettre ici un note trouvé. Et là, on peut le lire en français. Tant que je n'ai pas trouvé de diviseur et que k est plus petit que n-1, je continue. Et donc je m'arrête lorsque k est plus grand que n-1 ou lorsque note trouvé est faux. C'est-à-dire lorsque trouvé est vrai. C'est-à-dire lorsque j'en ai trouvé un. Donc là, j'ai raffiné ma condition de boucle et je continue à faire ma boucle que si je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Quand j'ai trouvé ce que je cherche, j'arrête de faire ma boucle et je passe à la suite. Et la suite, c'est de dire est-ce que je l'ai trouvé ou pas, et de vérifier que n est plus grand que 2. Donc là, ça marche, mais surtout, je fais beaucoup moins de tours de boucle qu'avant. Parce que je peux faire la simulation sur n égale 12. Si j'ai n qui vaut 12, qu'est-ce qui se passe pour ma fonction? J'ai deux variables, trouver et k. Trouver et k. N vaut 12, en entrée de boucle, trouver vaut false, et k vaut 2. Est-ce qu'il y a un premier tour de boucle? Est-ce que 2 est inférieur ou égal à n-1, c'est-à-dire 11? La réponse est oui. Il va y avoir un premier tour de boucle. Et dans ce premier tour de boucle, est-ce que 2 divise 12? La réponse est oui, 2 divise 12. Donc trouver passe à true. K passe à K plus 1, 3. Est-ce qu'il y a un deuxième tour de boucle? Est-ce que note trouvée? Réponse non. Trouvé est faux. Donc note trouvée est vrai. Donc, trouvé est true. Donc note trouvée est faux. Donc la condition de boucle est fausse. Donc je m'arrête là. Donc il n'y a pas de tour de boucle suivant. Et je suis en sortie. Et ensuite à la fin, je renvoie note trouvée et n plus grand que 2. Et note trouvée, c'est false, et je dis que 12 n'est pas premier. Et vous voyez, j'ai fait qu'un seul tour de boucle, alors qu'avant, j'en faisais 12. Donc j'ai quelque chose de beaucoup plus efficace parce que je m'arrête la première fois que j'ai trouvé. Maintenant, vous, ça c'est la manière propre, élégante et surtout analysable de faire des sorties anticipées. Maintenant, vous avez peut-être déjà vu des sorties de fonctions anticipées qui consistent à utiliser return pour sortir de la fonction prématurément. Par exemple, ici, je peux écrire hop. Voilà. Et j'ai une erreur de syntaxe ici. Voilà. Et là, ça marche. Donc là, plutôt que d'utiliser un booléen qui me permettait de sortir de ma boucle, parce qu'à chaque fois que je testais le booléen et donc je pouvais sortir, j'utilise directement return au milieu de ma fonction. Si jamais j'ai un cas qui divise n, c'est pas la peine que je continue ma fonction. Je sais que le nombre n'est pas premier, et donc je m'en vais en disant faux. Et si jamais je me suis pas en allé en disant faux, c'est que le nombre est premier, s'il est plus grand que 2, et donc je renvoie n plus grand que 2. Donc voilà la version avec sortie de fonction anticipée. Nous, on préfère à notre niveau la fonction avec sortie de boucle anticipée en utilisant une variable trouvée. Donc voilà, c'était ça qu'on vous demandait lorsque la fonction est sans sortie anticipée. Ça, c'est la fonction avec sortie anticipée de boucle. Et là, le return, c'est avec sortie anticipée de fonction. C'est tout pour l'exercice 3.3. Merci.